Lumière. 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 C'est un fait. L'humanité fait face au plus grand défi de son histoire. Nous savons que les écosystèmes dont nous dépendons menacent de s'écrouler. Nous savons qu'il y a urgence. Le doute n'est plus d'actualité. L'écologie, ce thème devenu récurrent dans la vie de chacun, est au cœur des enjeux liés à notre futur. On entend parler d'écologie à toutes les sauces. Pourtant, on entend rarement parler de ces personnes dont c'est vraiment le métier, les écologues. Aujourd'hui, je reçois Marie-Charlotte Anstedt, qui est donc, comme vous l'aurez deviné, écologue et chargée de recherche CNRS au laboratoire Biogéosciences au sein du Centre de recherche de climatologie. Bonjour Marie-Charlotte, comment vous est venue cette passion pour l'écologie? Bonjour. Eh bien, cette passion pour l'écologie, en fait, je crois qu'elle m'est venue assez naturellement depuis l'enfance. Je me suis beaucoup promenée un petit peu partout, en montagne, en campagne. J'ai toujours été très attirée par la biologie. Et j'ai commencé mes études d'abord à l'université, ensuite en école d'ingénieur agronome. Et je me suis, je dirais, tout naturellement dirigée vers des études d'écologie, d'évolution. Et comme ça me plaisait, je me suis pas posé de questions, donc j'ai continué après un DEA. Voilà. Donc après donc toutes ces études, j'ai donc fait une thèse sur la pollinisation des ficus en milieu tropical. Puis j'ai fait un postdoc en Espagne sur la pollinisation de la lavande. Et après, j'ai été recrutée au CNRS sur un programme de recherche en milieu tropical toujours, sur les interactions entre les palmiers et leurs pollinisateurs. Donc, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années sur ce sujet. Et après, j'ai décidé de consacrer un petit peu à ma deuxième passion, qui est l'équitation. Donc, j'ai passé un monitorat d'équitation, pris une pause du CNRS et créé un centre équestre, Poney Club, dans lequel j'ai travaillé pendant presque 10 ans. Et c'est vrai que là, j'ai été en contact beaucoup avec le grand public. Je me suis aperçue que les gens étaient très peu informés, puis ils me posaient beaucoup de questions sur l'écologie, sur est-ce que c'était vrai le changement climatique. Et puis, suite à ça, c'est vrai que j'ai commencé à bien voir tous les problèmes de perte de biodiversité qu'on pouvait observer, en particulier à la campagne. Et avec d'autres raisons plus personnelles, je suis revenue travailler au CNRS en m'intéressant cette fois-ci à des problématiques un peu plus appliquées au sujet actuel, qui sont la perte de biodiversité et aussi le changement climatique. Et c'est d'ailleurs pour cela que, au sein du laboratoire Biogéosciences, je suis maintenant dans l'équipe de climatologie pour me former auprès d'eux à ce qu'est réellement la climatologie et à ce qu'on peut attendre réellement comme changement climatique au cours des années à venir. On sait aujourd'hui qu'une érosion de la biodiversité très importante est en train de se produire, aussi bien au sein de la faune que de la flore. À quoi est-ce dû et comment l'environnement tente-t-il de répondre à ces changements? Alors, cette érosion est effectivement très importante. Et ce qu'il est important de savoir, c'est qu'actuellement, on observe dans ce qu'on appelle l'anthropocène, donc une nouvelle ère géologique créée par les modifications données par l'humain. On observe des vitesses de disparition d'espèces qui sont jusqu'à présent quasiment inconnues sur la surface du globe. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas juste d'une petite extinction d'espèces, mais qu'on assiste actuellement à une extinction qui est tellement importante qu'elle va impacter le fonctionnement même de l'ensemble des écosystèmes et de l'ensemble de la planète. On a aujourd'hui environ, pour vous donner peu de chiffres, on a aujourd'hui environ un tiers des espèces qui sont en danger d'extinction. Et on sait que l'extinction des dinosaures, c'était 75% d'extinction des espèces. En 50 ans, on a fait quasiment la moitié de ce qu'on a observé sur la grande crise d'extinction des dinosaures. Donc le problème est aujourd'hui très important et souvent sous-estimé. Les causes de ce problème sont très connues. Il s'agit d'abord de la destruction des habitats, ensuite de la pollution engendrée par les activités humaines,
des invasions biologiques qui sont favorisées par l'augmentation des échanges et des transports, de la surconsommation des ressources, du changement climatique qui est en train de devenir quelque chose de très concret même pour le grand public. Et puis, tous ces facteurs-là sont aggravés par la surpopulation, puisque plus il y a d'humains, plus les impacts seront importants. Et tous les facteurs que vous mettez en évidence accusent évidemment l'homme de participer à cette érosion de la biodiversité. Mais que fait-il concrètement de mal et quels sont surtout les impacts significatifs sur la biodiversité ? Alors, tous ces facteurs que je vous ai cités sont des facteurs qui sont impliqués dans cette crise d'extinction et cette nouvelle ère géologique, on va l'appeler l'Anthropocène. Elle est appelée Anthropocène, donc ça va être la nouvelle période géologique qui est marquée en fait par l'homme, ce qui explique bien que l'homme est responsable de l'ensemble de ces changements. Donc, si on prend le changement climatique, il est bien connu que c'est l'augmentation des émissions de CO2 et des gaz à effet de serre qui est responsable de cette augmentation de température. Donc, la destruction d'habitat est absolument évidente. Quand on regarde des cartes postales, par exemple, de paysages français d'il y a une cinquantaine d'années, et qu'on regarde actuellement le même paysage sur d'autres photos ou d'autres cartes postales, on s'aperçoit que les habitats ont énormément changé. Des zones ont été goudronnées, se sont changées en zones d'habitation, alors qu'avant, il y avait des espaces de forêt ou des espaces cultivés. Pour la pollution, je dirais aussi qu'il suffit d'ouvrir les yeux. Beaucoup d'autres chercheurs du CNRS ont travaillé sur tous ces plastiques qui forment un continent au milieu des mers et qui entraînent une pollution à tous les étages des chaînes trophiques dans les océans. Il suffit d'ouvrir les yeux en arrivant sur les grandes métropoles pour voir ces nuages de pollution auxquels on s'est habitué. Donc je dirais que cette pollution est absolument évidente. Il y a des pollutions qui sont plus difficiles à observer. Ce sont celles qui sont toxiques mais moins visibles, comme les pollutions qu'on observe sur celles qui sont provoquées par tous les pesticides qui sont épandus dans les champs. C'est ce qu'on appelle la protection des plantes. Donc cette pollution est moins visible puisque les produits vont parfois subir des modifications chimiques avant de se retrouver dans la nature, souvent dans les eaux, dans les rivières. Donc cette pollution est moins visible par le grand public, mais elle reste quand même très importante. Les invasions biologiques. Alors, les invasions biologiques, elles ne sont pas forcément visibles pour le grand public. Elles le sont beaucoup pour les biologistes, puisque à certains endroits, on peut trouver des plantes exotiques, donc qui ne sont pas autochtones en France. Les invasions sont très importantes aussi dans nos forêts, avec l'invasion de pathogènes qui peuvent ravager des forêts entières. Donc, ces pathogènes sont en général introduites à l'origine sur des transports de plantes. C'est souvent c'est la plupart du temps des introductions involontaires. On amène un pathogène ou un ravageur qui vient d'Asie, d'Afrique, d'un autre continent. Et puis pour différentes raisons, souvent il y a une raison due au hasard qui est assez importante. Ce pathogène va se sentir très bien dans nos forêts et il va envahir et devenir la source d'une perte de diversité dans nos écosystèmes. Voilà. Donc, pour les invasions biologiques, on observe, par exemple, dans nos forêts, des invasions d'insectes ou d'autres maladies des forêts. Ces organismes ont été introduits absolument pas volontairement, mais avec l'augmentation des échanges commerciaux, il va y avoir une plante infectée ou un insecte qui va se cacher dans un emballage, qui va être introduit et qui, pour plein de raisons, mais aussi beaucoup à cause du hasard, va trouver un environnement favorable. Donc cet organisme introduit un petit peu par hasard va se transformer en envahisseur et va se répandre souvent à une vitesse très très importante dans les écosystèmes naturels et détruire de façon malheureusement parfois irréversible un certain nombre d'écosystèmes.
Un exemple, la pyrale du buis, qui est arrivée en Europe depuis l'Asie et qui est actuellement en train de finir de détruire tous les écosystèmes à buis français, sans qu'on ait réussi à trouver de possibilités pour réduire cette invasion. Cette pyrale du buis va détruire non seulement les buis, donc on a un problème économique dans les parcs français puisque les buis en font une partie importante, mais aussi dans les écosystèmes naturels, en sachant que quand le buis est détruit, de nombreuses autres espèces qui lui sont inféodées vont elles aussi devoir soit s'adapter, soit malheureusement avec une plus grande probabilité disparaître ou devoir migrer. On voit là des extinctions en cascade qu'on observe relativement peu encore, mais qui risquent d'être de plus en plus fréquentes et de plus en plus rapides. Ces extinctions d'espèces en cascade sont, je dirais, le plus gros sujet d'inquiétude des écologues, puisque c'est difficilement prévisible. Mais on sait que quand ces cascades vont commencer à se mettre en place, il sera beaucoup plus difficile de les arrêter. La problématique du changement climatique a pris de plus en plus de place dans vos recherches aujourd'hui. Vous vous êtes particulièrement penché sur le cas de la viticulture et de la filière cassis, très présente dans votre région qu'est la Bourgogne. En effet, les cassisiculteurs, désespérés par la baisse de rendement, vous ont demandé de l'aide. Qu'avez-vous découvert ? Alors, quand ces agriculteurs, j'ai commencé à participer à leur projet, ils observaient des baisses de rendement très importantes avec plusieurs causes possibles. Le changement climatique, un insecte ravageur et aussi un envahisseur de culture, pour lequel aucune solution n'existe pour le contrôler actuellement, et enfin de potentiels problèmes de pollinisation. Donc, je me suis occupée en particulier des problèmes de pollinisation. Et c'est là que je me suis aperçue que le problème était largement sous-estimé au départ par les agriculteurs. En comparant des données sur le terrain de comptage d'insectes donc in situ dans les champs de cassis, dans les alentours, et en les comparant à des données d'il y a 40 ans, je me suis aperçue qu'environ 99% des pollinisateurs avaient disparu des champs de cassis. C'est une disparition ou une destruction. Hein. Là, on est vraiment dans de la quasi-disparition d'insectes. Et ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, c'est arrivé tellement progressivement, d'année en année, il y en avait un petit peu moins, que même les agriculteurs qui sont pourtant très attentifs à ce genre de choses n'ont pas perçu l'intensité de cette chute d'abondance des insectes. Donc, dans ce travail avec les producteurs de cassis de Bourgogne-Franche-Comté, je me suis intéressée particulièrement à la variété noire de Bourgogne, qui a des qualités organoleptiques incomparables et qui rentre en particulier dans la composition des crèmes de cassis de Bourgogne et de Dijon. Cette variété est particulière puisqu'elle doit être obligatoirement pollinisée par une autre variété pour produire des baies de cassis. Dans ce cas-là, j'ai essayé de chiffrer quelle était la perte pour les agriculteurs de l'absence de pollinisateurs que j'avais mis en évidence. Et je me suis aperçue que lorsqu'on met des pollinisateurs en quantité suffisante, on peut multiplier par 3,5 la production de cassis en noir de Bourgogne. Cette augmentation de production a une importance économique énorme pour les cassisiculteurs. La perte des pollinisateurs qu'ils avaient observé mais pas réalisé, leur cause en fait une perte économique extrêmement importante de plusieurs milliers d'euros à l'hectare. Quelles ont été vos méthodes et outils de travail sur le terrain, en laboratoire ?
Alors, la première chose que fait un chercheur, c'est de poser la bonne question, puisque c'est souvent à partir de là qu'on pourra ou non avoir de bonnes réponses. Et à partir de la bonne question, il est important de trouver les bons outils qui vont nous permettre d'apporter une réponse définitive à notre question. En biologie, en écologie en tout cas, on observe un organisme dans un écosystème. Et le plus souvent, le bon outil, ça va être de l'observation in situ ou de l'expérimentation in situ. On peut aussi travailler au laboratoire, mais à ce moment-là, il faut savoir que l'organisme va être isolé de son écosystème et qu'on obtiendra une réponse qui peut être très intéressante en termes de recherche fondamentale, mais qu'on pourra peut-être pas appliquer dans un écosystème complet. Et enfin, lorsque l'expérimentation est trop complexe, on peut aussi avoir recours à de la modélisation de façon à faire des prédictions qui vont pouvoir être vérifiées ou non sur le terrain de façon à valider le modèle. Mais encore une fois, en écologie, le plus important est vraiment d'avoir une vision globale et cela ne peut être donné que par des observations et des expérimentations de terrain. Qu'avez-vous proposé aux cassisiculteurs pour pallier ce problème et cela peut-il s'appliquer à d'autres espèces? Alors pour l'instant, nous sommes dans une deuxième phase du projet avec les cassisiculteurs pour justement mettre en place des mesures concrètes qui puissent être mises en place par les agriculteurs pour augmenter le nombre de pollinisateurs dans leurs parcelles. C'est basé sur des mesures à très court terme qui vont être l'introduction de ruches à bourdon, de ruches à osmie, de façon à augmenter de façon très artificielle les populations de pollinisateurs. Et les mesures d'efficacité sont actuellement en cours. On a aussi des mesures à plus long terme qui consistent à remettre de la naturalité dans les champs de cassis de façon à ce que les pollinisateurs naturels reviennent coloniser ces agroécosystèmes qu'ils colonisaient avant. Donc, on n'est pas en train d'inventer quelque chose, mais juste d'essayer de recréer un équilibre qui existait déjà avant. Donc, pour cela, en collaboration avec les agriculteurs, on met en place différents essais pour regarder l'influence de bandes fleuries et de haies à l'intérieur ou autour des champs de cassis de façon à rétablir un écosystème fonctionnel. Et dans vos recherches, j'ai pu lire qu'il était quand même plus intéressant si demain je voulais cultiver du cassis, de le faire près d'une forêt et non pas près d'un champ de colza. Pourquoi? Alors, effectivement, les pollinisateurs sont pas cantonnés à une parcelle de cassis. Et dans nos études, nous avons trouvé, comme beaucoup d'autres chercheurs, le fait que plus on s'éloigne des zones naturelles, bois, forêt, zones non cultivées, moins on a de pollinisateurs, puisque les pollinisateurs trouvent des zones de nidification et d'alimentation uniquement dans les zones naturelles. Donc, avant, les zones agricoles étaient entremêlées en fait de parcelles agricoles et de zones de semi-naturalité, comme des bords de chemin, des haies, des arbres qu'on laissait dans les parcelles. Avec l'industrialisation de l'agriculture, les parcelles sont devenues de plus en plus grandes, les chemins, les haies ont disparu et on a dans les zones de culture intensive des parcelles qui se succèdent aux parcelles sans aucune haie, sans aucun bord de chemin, donc sans aucune ressource de nidification ou d'alimentation pour les pollinisateurs sauvages. Les pollinisateurs sauvages ont donc quasiment disparu de ces immenses zones qui représentent pour ces insectes des aires biologiques. En plus, il faut savoir que l'utilisation de certains pesticides a été extrêmement toxique pour les insectes. Voilà, on a beaucoup parlé des néonicotinoïdes. Les premières recherches dans les années 90 avaient montré que ces néonicotinoïdes n'avaient pas forcément une toxicité directe importante sur les insectes, pollinisateurs en particulier, mais des toxicités indirectes puisque ça agit sur le système nerveux, le système immunitaire, qui fait que
Quand une abeille, par exemple, visite un champ de colza qui a été traité aux néonicotinoïdes, elle va aller prendre le nectar sur les fleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces néonicotinoïdes ont un effet très fort sur le comportement. Ça veut dire que l'abeille va penser que ce néonicotinoïde est très bon. Donc, elle va rentrer à la ruche et elle va faire une petite danse pour prévenir les autres abeilles qu'elle a trouvé une source de nourriture absolument extraordinaire. Donc, son comportement est modifié et en fait, elle va rameuter absolument toutes les abeilles de la colonie qui vont la suivre et aller toutes s'alimenter sur le même colza. Donc ensuite, elles vont revenir à la ruche et toutes ces abeilles vont avoir un mauvais système immunitaire. Elles vont avoir un comportement perturbé, elles vont arrêter de nettoyer la ruche, elles vont arrêter de la protéger contre les pathogènes, ce qui fait que c'est tout ça qui, en fin de compte, va finir par augmenter la mortalité des abeilles face à ces néonicotinoïdes. Les études des néonicotinoïdes sur les abeilles sauvages ont été beaucoup moins importantes parce qu'il est plus difficile de travailler sur des abeilles sauvages, mais on peut être sûr que leur impact a été extrêmement fort et a un petit peu donné le coup de grâce à ces populations d'insectes naturels en milieu agricole. Dans nos travaux, on a effectivement mis en évidence que plus on s'éloignait des zones de forêt ou des zones naturelles ou semi-naturelles, et plus on s'approchait des champs de colza, et moins effectivement on avait de pollinisateurs. Donc c'est quelque chose quand même d'assez, on va dire c'est un truisme, hein. Si on veut remettre des populations de pollinisateurs, il faut juste arrêter d'épandre des insecticides. Pour avoir des pollinisateurs, commençons par arrêter de les tuer. Avez-vous prévu de vous pencher sur d'autres espèces sur lesquelles le changement climatique a des effets catastrophiques? Alors, pour l'instant, on travaille principalement sur le cassis et la vigne pour essayer de faire des cas d'école et d'essayer de fournir des outils qui pourront ensuite être généralisés à d'autres espèces. De mon expérience avec les cassisiculteurs, je me suis aperçue que dès que les agriculteurs sont bien mis au courant des problèmes qui existent, ils sont les premiers à demander des solutions à appliquer et ils seront les premiers à reprendre ces solutions pour les appliquer à d'autres espèces. Ensuite, on a aujourd'hui un problème qui est systémique. Donc, plus que de s'intéresser à une espèce emblématique qui est dite en danger, il faut vraiment s'intéresser aux écosystèmes et aux écosystèmes entiers. On ne peut plus maintenant dégager une espèce de son environnement. On s'est aperçu, par exemple, que pour les insectes, à partir du moment où on remettait en place un réseau de plantes favorables, on arrivait à avoir une recolonisation des différentes espèces d'insectes. Donc aujourd'hui, il faut vraiment avoir une approche systémique des problèmes. On a plusieurs causes de perte de la biodiversité et il faut, sur un écosystème donné ou un agroécosystème, prendre en compte l'ensemble des causes pour essayer d'y remédier. Et concrètement, que pouvons-nous faire au quotidien pour préserver cette biodiversité? Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses dans les médias sur comment faire. Quelque chose que je trouve très encourageant, c'est que quand on a pris 150 Français tirés au hasard, qu'on les a informés suffisamment et qu'on leur a demandé leur avis ensuite, ils sont tous devenus des fervents défenseurs de l'écologie. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que la première chose à faire, c'est d'informer les gens avec de l'information de qualité, puisqu'après, tout le monde sera capable de prendre des mesures. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Eh bien, ça va dépendre un petit peu de chaque personne. Si pour un Parisien, arrêter de prendre sa voiture est quelque chose d'assez facile, pour quelqu'un qui habite à la campagne, ça va être compliqué. Un agriculteur pourra passer au bio. C'est une transition qui est possible, mais qui n'a aucun sens pour un citadin. Donc, je pense que l'important, c'est que chacun réfléchisse à ce qu'il peut faire. Quelque chose que nous pouvons tous faire comme consommateurs, c'est de réfléchir à nos achats. Le premier étant, est-ce que j'en ai vraiment besoin?
Et la deuxième façon étant de favoriser tous les achats éco-responsables. On voit aujourd'hui que toutes les grosses entreprises essaient de mettre en avant des produits plus verts, plus économes. Il y a un petit peu de greenwashing, c'est évident. Donc, aux consommateurs d'aller choisir le produit un petit peu plus vert, qui n'est pas du greenwashing. Et pour ça, il y a des millions de possibilités. En fait, ces efforts ne paraissent pas insurmontables, alors on peut tous y arriver. On peut tout à fait tous y arriver. L'écueil sur lequel il ne faut pas s'arrêter, c'est qu'effectivement, on est tous d'accord pour faire des efforts, surtout si c'est les autres qui font plus d'efforts. Et on a tous un petit peu tendance à dire « Ah ouais, mais c'est la faute des autres ». Et je pense que quelque chose d'important, c'est de dire « Bon, c'est la faute des autres, mais c'est un petit peu ma faute aussi. Donc, je vais aussi faire quelque chose, moi, pour faire changer les choses. » Merci beaucoup, Marie-Charlotte. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.